Alors, je commence par nous présenter. Donc, David Le Courcenay, ici présent, qui est chef de projet sur le Grand Ouest de la France. Ça représente 6 régions, donc un secteur vaste, sur des projets stratégiques de différents points de vue. Ça peut être environnemental, ça peut être technique, ça peut être financier, ça va de soi. Et moi-même, donc Laurent Gobert, manager de la prescription, plus dédié au marché du tertiaire et également au domaine du résidentiel collectif. Donc sans plus tarder, je vais contextualiser très rapidement, parce qu'il y a tout un tas de conventions sur le domaine réglementaire, mais ça permet de mettre en exergue finalement les solutions qu'on va apporter sur le contexte réglementaire, qui est un contexte parfois un peu croisé entre les impératifs nationaux et les impératifs européens. Donc nationaux, la loi Elan, qui porte notamment le décret tertiaire, et évidemment la RE 2020 et les échéances qui vont suivre sur la partie du neuf. Européens comme français, évidemment, ont la même vocation sur l'objectif qu'est l'échéance de 2050 pour avoir une neutralité carbone, avec le fameux Green Deal ou plus récemment le Fit for 55 qui va baisser encore les échéances de façon un peu plus drastique. Enfin, je dis drastique, c'est une bonne nouvelle, hein, soyons clairs. Et quand je parle de neutralité carbone et de DKIN qui suit ces impératifs, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de fierté à ça, c'est la réglementation, il faut s'y tenir. Nous serons fiers si nous avons réussi à anticiper finalement ces échéances sur les années à venir. Il faut appuyer très fort. Également, et dernier slide réglementaire cette fois-ci sur la partie qui nous concerne un petit peu plus au niveau de la RE. Vous connaissez les 3 piliers essentiels sur lesquels un constructeur comme DKIN peut agir. Il y a le pilier de l'énergie, avec la base qui, pour le coup, ne dépend pas de nous, mais de vous, concepteurs, puisque c'est le B-Bio. Évidemment, DKIN n'agit pas, puisqu'on fabrique des pompes à chaleur et des climatiseurs sur le B-Bio. Et plus le B-Bio sera performant, moins il y aura besoin de nos systèmes. C'est, ceci dit, une excellente nouvelle, hein. Moins il y aura besoin de puissance, ça veut dire qu'on ira dans le bon sens, et je le reconnais très modestement. Il y a la partie du confort. J'ai presque envie de dire, moi, du confort tout court. Le confort d'été, c'est important. Le confort d'hiver, à mon avis, c'est tout aussi important. Donc le confort d'hiver qui est évoqué dans la RT, mais qui l'est en été pour la RE, est bien essentiel. Et je me permets juste un petit point. Une pompe à chaleur, un climatiseur, c'est la même machine. Donc à mes yeux, consommer pour faire du chaud ou pour faire du froid, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, les puristes me diront le froid n'existe pas, hein. Le froid, c'est de la chaleur qu'on retire de la pièce. Donc c'est juste du transfert d'énergie avec une pompe qui permet de faire circuler ces calories. Par contre, le sujet carbone, là, c'est un sujet sur lequel je vais préciser quelques informations qui me semblent essentielles. Lycée construction propre au produit et lycée énergie propre à la consommation de ce produit pendant tous ses cycles de vie, les ACV estimés à 50 ans pour avoir quelque chose à long terme. Et je prends son parallèle par rapport à cet arbre à 3 branches qu'on voit régulièrement dans les documentations DKIN, qui montre les 3 domaines de recherche et développement qui nous importent et sur lesquels nous pouvons agir. La première branche, avec le fameux symbole de l'infini, le loop en anglais, qui veut dire que tout simplement on peut travailler sur de l'énergie circulaire, y compris en pompe à chaleur et y compris sur les fluides frigorigènes. Je vais vous en dire 2 mots tout à l'heure. La partie innovation, ça c'est l'ADN, l'innovation. Encore depuis 3 ans, on a recruté en Belgique 350 ingénieurs sur la partie R&D. Là aussi, j'aime à appuyer sur ce qui distingue la marque de DKIN par rapport à d'autres fabricants, c'est que nous fabriquons l'ensemble du process, et nous sommes les seuls à le faire, y compris le fluide frigorigène, l'huile du compresseur, les échangeurs, l'ensemble de cela. Donc ça suppose aussi un investissement en R&D fort pour pouvoir toujours être, tant qu'à faire, le plus avant-gardiste sur ces solutions. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est nécessaire. Et enfin, peut-être la branche la moins évoquée, il me semble, et pourtant à mes yeux la plus importante, qui est celle de l'utilisation, de l'usage. Commissionnement, le pilotage, on en parle avec le décret tertiaire, mais c'est certainement sur cette branche-là où il y a le plus d'économies à faire sur les systèmes existants. On a coutume de parler des projets neufs, hein, mais la réhabilitation, mes yeux, c'est peut-être encore plus important. La gamme, un slide très rapide pour montrer que là, d'ailleurs, j'ai mis 8 kW, j'aurais pas dû, ça commence même à 2 kW, pour aller jusqu'à un peu plus de 21 MW, donc un rapport de 1 à 10 000 en termes de puissance. Tout simplement, ça veut dire qu'on est à peu près capable de répondre à tous les projets, que ce soit un petit projet résidentiel ou un process industriel de plusieurs mégawatts. Les fluides, vous avez une petite liste là de fluides comme le R32. On a coutume, c'est un fluide qui devient usuel aujourd'hui avec une empreinte carbone plus faible que le précédent, à peu près
4 fois si on compte la quantité de réfrigérant, et les fluides de synthèse, les fameux HFO. Et également, l'exemple du dernier, c'est les mélanges entre des fluides dits naturels et les fluides de synthèse. Ça, une fois de plus, c'est pour montrer que finalement, il y a tout un tas de recherches, et vous l'entendez régulièrement au niveau des fluides frigorigènes sur les pompes à chaleur. Ça change régulièrement, mais c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations, y compris, vous vous souvenez du petit logo, ce qu'on appelle chez nous le loop, c'est-à-dire que le fluide peut aussi être un sujet de réemploi. Je vais préciser les performances sur ce sujet concernant la société Daikin. Alors, pour revenir sur le thème de lycée énergie et de lycée carbone, j'ai choisi de vous présenter au travers de ce slide ce que ça veut dire derrière. Qu'est-ce que l'empreinte carbone indirecte d'une pompe à chaleur? C'est l'électricité qu'elle consomme pour répondre à un confort, à un besoin. Là, j'ai mis un rendement qui est de 5,6, rendement saisonnier moyen, chaud-froid mélangé. C'est un ordre d'idée sur un produit neuf, en soi, rien d'extraordinaire. Mais plus cette performance est importante, moins on consommera d'électricité. C'est quand même la base. La partie thermique, elle, c'est des calories qui existent déjà. Une pompe à chaleur, contrairement à un système à énergie fossile, à combustion, on ne produit pas de la chaleur ou de l'entropie. C'est juste un transfert de calories. L'énergie nécessaire, je le disais tout à l'heure, c'est pour ce transfert. Mais ce qui compte aussi, c'est la qualité du réseau. En France, ce qui a été établi, c'est ce coefficient de conversion entre l'énergie primaire et finale, qui est de 2,3 depuis la mise en place de l'ARE. Et l'autre coefficient qui a été établi aussi avec l'ARE, c'est le poids carbone au niveau de la production. Ce poids carbone est établi à 79 grammes équivalent par CO2 par kilowattheure. C'est parce que le mix énergétique en France est plutôt fortement nucléaire. Et sur le sujet, en tout cas, du poids carbone, c'est plutôt une opportunité. Donc ça, tout ce réseau-là, pour vous montrer que finalement, ce sont des choses qui sont en partie sur le produit, mais en grande partie sur la production électricité et du mix énergétique français. Par contre, ce sur quoi Daikin peut agir de façon beaucoup plus forte, finalement, c'est ce que l'on voit dans la fameuse RE avec les fiches PEP, et c'est-à-dire l'énergie et le poids carbone de cette énergie pour recueillir la matière première, pour fabriquer en usine, pour transporter les produits sur les chantiers, selon l'endroit où est établie l'usine, ça va de soi, l'installation, l'usage, sa maintenance et la fin de vie, la plupart du temps, destruction. Donc sur ces sujets-là, je vous montre finalement, j'ai fait une répartition sur 4 thématiques, qui est la première thématique au niveau de la récolte des produits bruts et du transport de ces produits, du développement, donc ça c'est l'usine, les différentes agences commerciales et évidemment moi aussi ma consommation avec mon véhicule en fonction de mes déplacements professionnels. Donc tout ça est intégré dans cette deuxième partie. La troisième, là c'est plus l'usage au niveau de la consommation, que j'évoquais tout à l'heure, et des fluides frigorigènes, parce qu'il peut y avoir des fuites, hélas. Le moins possible, c'est l'idéal, mais on ne va pas le nier, ça peut arriver. Et la troisième partie sur la fin de vie. Je vous demande juste, en quelques secondes, selon vous, sur ces 4 parties, si vous deviez faire une hiérarchisation finalement de l'empreinte carbone de ces différentes périodes de la phase de construction. Est-ce que c'est les matières premières? Est-ce que c'est la prod? Est-ce que c'est l'utilisation? Ou est-ce que c'est la fin de vie? Moi, quand j'ai fait ce constat-là, au travers des fiches, il n'y a rien de confidentiel d'ailleurs, et l'exemple, il est fait pour les produits Daikin. En fait, sur les matériaux, c'est 1%. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le négliger, hein, mais c'est 1%. Sur le développement, c'est 0,4%. Sur l'usage, c'est 90%. Et sur la fin de vie, 9%. Donc l'idée, c'est que clairement, on comprenne bien que s'il y a un travail à effectuer, c'est sur cette partie-là. Si on veut être fort, si on veut progresser, c'est sur cette partie-là. Et là aussi, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre la partie réfrigérant et consommation d'énergie? Souvent, je ne sais pas vous, hein, mais quand on entend parler plus dans le domaine général, voire public, qu'est-ce qui pollue dans une pompe à chaleur? Tout le temps, j'entends le fluide frigorigène. En fait, la répartition, c'est ça. Je ne veux pas nier le problème du fluide frigorigène, surtout pas, il ne faut pas retenir ça. Hein. C'est un vrai sujet. Mais si on veut être fort, et c'est pour ça que dans le slide précédent, je montrais tout le parcours de l'électricité nécessaire pour acheminer, pour alimenter une pompe à chaleur sur les 50 ans d'une période de vie d'un système, enfin d'un bâti, c'est sur la consommation en énergie qu'il faut travailler. Pas que, mais si on doit être fort, c'est sur le fameux rendement que j'évoquais tout à l'heure.
Donc, soyons focus sur le fluide, mais finalement, le deuxième sujet, ce serait sur le recyclage ou le traitement des fluides frigorigènes après la vie. Et ça représente 98% de l'ensemble de l'empreinte carbone. Donc oui, moi j'ai été déçu parce que très honnêtement, même si c'est un sujet important, l'usine en Belgique, l'usine de Daikin est en Belgique. Donc pour le marché français, elle est assez proche. C'est forcément mieux que si c'est une usine à Shanghai ou à San Francisco ou à Rio, forcément. Mais on est sur des proportions qu'il faut avoir en tête. Et avant de te passer le micro, David, pour être plus concret sur des exemples, se focus sur la fin de vie avec, je évoquais tout à l'heure, le loop, le fameux logo de l'infini chez Daikin, qui démontre que depuis 2019, nous travaillons sur le retraitement des réfrigérants. Je vous l'ai dit, on fabrique nos propres fluides frigorigènes chez Daikin. Ça avait aussi un inconvénient, c'est que chaque acheteur payait une écotaxe par rapport à ça. Mais comme le parc est déjà en place depuis plus de 20 ans sur nos produits, aujourd'hui, on a la capacité de récupérer le fluide des anciennes générations et d'être autosuffisant pour pouvoir alimenter les produits neufs. On ne parlait pas de R410A, mais le R410A, il n'y a pas d'échéance réglementaire. Je ne parle pas des petits systèmes, moins de 3 kg de fluide, qu'on peut mettre pour une maison, une véranda, un ballon d'eau chaude. Mais quand on est sur des systèmes, des process un petit peu plus importants, le R410A est tout à fait, il est tout à fait d'actualité. Il n'y a pas d'échéance réglementaire là-dessus, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Chez Daikin, c'est du fluide régénéré. Régénéré, c'est différent de recyclé. Régénéré, c'est qu'on l'a repassé en laboratoire, on a enlevé les polluants, la calamine, les traces d'humidité, pour le refaire certifier par un laboratoire indépendant et le réinjecter dans les produits par la suite. Donc ça veut dire que quand vous prescrivez, installez, maintenez, achetez un système Daikin, vous êtes sur des réfrigérants recyclés. Ceci dit, j'ai bien conscience que si le réfrigérant même recyclé va dans l'atmosphère, c'est surtout à éviter. Ça reste une catastrophe. Et pour le réchauffement climatique, que ce soit un fluide recyclé, régénéré ou pas, c'est la même punition. Hein. On est bien d'accord. Mais on n'est pas sur le process de fabrication d'un fluide neuf. Et pour vous donner un ordre d'idée, depuis que c'est mis en place, vous voyez à peu près les tonnages. Là, je parle du marché européen. Ce qu'il faut retenir, c'est la proportion entre les 500 et les 400. Ça veut dire que 80% du fluide récupéré, on peut le réinjecter dans le système. Parfois, c'est trop pollué, donc là, il faut l'incinérer. Mais ça veut dire qu'on a quand même une performance de réemploi du fluide de 80% chez Daikin. Donc tous les systèmes, je le répète, au 410, ce ne sont plus des fluides neufs chez Daikin. Et enfin, pour boucler la boucle de façon encore plus courte, on a le process que je voyais tout à l'heure, Life 3R, comme récupérer, régénérer, réutiliser, mais qu'on peut faire aussi en circuit court. Le fluide que j'évoquais tout à l'heure, il est rapatrié dans notre laboratoire. Alors, il y en a un en Belgique, mais il y en a un aussi en France, près de Lyon, qui permet de travailler, Daikin Chemical, qui permet de travailler sur ces sujets-là. Mais on a la possibilité aussi de proposer aux installateurs, mainteneurs, des sortes de petits, ça se présente un petit peu comme un petit caddie, et de faire ce travail de recyclage directement sur le chantier. Donc, on est sur un circuit encore plus court, sur un produit qui a un impact en cas de fuite, qui est forcément à traiter, même si je parlais tout à l'heure, hein, on est sur les 9%. Donc c'est aussi une partie du travail qui est essentielle. Et quoi de plus concret que de travailler cette fois-ci par des exemples, je te passe le micro David, pour nous montrer des chantiers où ça a été réalisé de façon assez vertueuse. Merci Laurent. Donc oui, dans l'idée, comme le disait Laurent, c'est de vous présenter donc 4 projets. Alors c'est des projets qui ont été réalisés, hein, parce que c'est vrai qu'on a tous dans les cartons pas mal de projets reverains. C'est vrai qu'on a pas mal de solutions. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur notre stand pour vous présenter les différentes solutions. Mais l'idée là, c'était vraiment de parler de projets réalisés avec la mise en place des différentes technologies que Laurent a présentées. Donc 2 projets qui seront en tertiaire et 2 projets qui seront en logement collectif. Donc le premier projet, donc la halle d'expo des JO de 2024, donc c'est le futur centre de presse qui a été installé au parc du Bourget. Donc c'est un projet de grande envergure, hein, 20 000 m² de surface. Donc l'idée, ça a été de travailler. Donc le comité olympique demandait une démarche environnementale très forte pour pouvoir rentrer bien sûr dans la politique environnementale. Donc par rapport à ça, a été mis en place une réflexion depuis 2020 sur le bureau d'études INEX et le promoteur Viparis qui a lancé le projet de pouvoir lancer une opération bas carbone, une solution packagée
avec des labellisations comme vous pouvez le voir, donc HQE certification excellente et BREEAM Very Good. Donc naturellement, pour pouvoir atteindre ce niveau de qualification, il a fallu avoir une réflexion complète sur l'ensemble du programme. C'est un programme de 20 000 m², 12 000 personnes peuvent utiliser ce hall lorsqu'il est utilisé au Parc Expo du Bourget, par exemple pour le salon aéronautique. Donc il a fallu trouver une solution complète, packagée, qui réponde à ces différents critères. Il faut appuyer bien fort. Donc la réflexion qu'on a eue, c'est de travailler donc avec Sintra. Je ne sais pas si certains les connaissent. C'est un fabricant donc de gaines micro-perforées qui permet donc de travailler sur des débits d'air, des pressions et des températures selon les besoins. Donc la force de Deakin sur ce projet, ça a été d'installer donc 15 centrales de traitement d'air de 23 000 m3 chacune. L'idée, c'est naturellement de pouvoir compléter les besoins de chaud et les besoins de froid par une solution type VRV, donc un VRV qui est là au R410, mais qui utilise le fameux fluide régénéré que Laurent a présenté, donc le VRV Loop. Et la force de Deakin par rapport à cette solution, ça a été de faire un package complet. Donc bien sûr, on est fabricant de centrales de traitement d'air, l'usine se trouve à Lyon. On est fabricant de VRV depuis 30 ans, donc l'usine se trouve en Belgique. Et via le service solution de business, donc une solution en interne de chez Deakin, on peut faire une régulation auto-adaptable par rapport aux besoins. Donc on a rentré les différents critères qualitatifs qui étaient demandés par rapport aux normes, au BREEAM, au HQE, et on a réussi donc via le bureau d'études à faire un système packagé qui nous a permis donc de répondre à ces différents critères et de répondre à toutes les certifications. L'installation a été mise en service il y a maintenant 6 mois. Le salon du Bourget a eu lieu, c'était la première fois qu'il était utilisé. Ça s'est très très bien déroulé. En plus, le fait qu'on ait une solution packagée, on a réussi à travailler donc sur des locaux techniques de petite surface. Et le fait qu'on ait des charges frigorigènes faibles, naturellement, l'impact carbone a été pris en compte. Donc cette solution a été complètement mise en place et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qu'on espère sera bien mis en place pendant les Jeux Olympiques. Deuxième programme, donc programme avant RE 2020, donc un programme ambitieux, 25 000 m² de bureaux, répartis sur 5 bâtiments. L'idée, c'était avant la RE 2020. Pour certains, vous avez dû connaître les classifications E2C1, donc qui est proche de la RE 2020. La volonté, c'est de travailler sur l'énergie et surtout sur le carbone. Une volonté aussi du promoteur d'avoir une flexibilité totale. On est sur des ensembles de bureaux d'environ 300 m² et une flexibilité au niveau de la commercialisation, parce que ça reste le nerf de la guerre, c'est de pouvoir provoquer et de vendre facilement les opérations. Donc le choix de Deakin a été retenu. Nous sommes partis sur une installation de plus de 80 VRV au R32. Donc tout à l'heure, Laurent parlait du R32. Donc c'est une solution que nous on commercialise en VRV depuis 2020, en détente directe depuis 2016. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise très très bien. Et lorsqu'on a rentré donc les différents critères, et aussi bien énergétiques que les bilans carbone, ça nous a permis, donc, via le bilan carbone du R32, en l'occurrence, de répondre à la certification E2C1 et ainsi que HQE excellente. Derrière ça, il y a eu une volonté aussi de commissioning. Donc 3 bâtiments sont utilisés par le groupe Orange. Et donc on a fait un partenariat avec Orange, un commissioning sur 2 ans pour pouvoir avoir la référence et les résultats escomptés. Donc c'est une solution aujourd'hui qui a été mise en route maintenant il y a 7-8 mois. Une deuxième partie, le 5e bâtiment, a été maintenant installé aussi avec des VRV dits 3 tubes, donc qui font récupération d'énergie du chaud et du froid. Donc une quinzaine de VRV ont été installés et c'est un pôle de service, donc avec multifonctions, avec une exposition différente aussi bien sur le sud et le nord, donc qui permet de faire réellement de la récupération d'énergie, et tout ça au R32. J'avance, que je vois le temps qui passe. Une opération de logement, donc logement collectif, 34 logements, avec une volonté aussi là-dessus de répondre sur la performance. L'idée là-dessus, avec le promoteur, ça a été de faire une flexibilité, parce qu'il y avait une partie bureau, une partie commerce en partie basse, et donc des logements en partie haute. Donc comme vous le savez, la difficulté, c'est de pouvoir... Je vais appuyer dessus. Pouvoir travailler donc, sur un système mixte. La difficulté, c'est de positionner les groupes extérieurs. Donc là, on est sur un système de fourrage, donc sur une boucle d'eau. Une boucle d'eau donc, de 8 degrés qui permet, donc, comme vous pouvez le voir, si je vois, hop là, non, c'est là. Donc là, on est sur une boucle d'eau de 8 degrés qui permet donc aussi bien sur la partie rez-de-chaussée de travailler avec ce qu'on appelle des VRV à eau, donc qui permet de faire du chaud et du froid dans tous les bureaux.
Et donc sur les parties logement, nous avons installé la PAC Alterma OO qui permet donc de faire du chaud, qui permet de faire du froid éventuellement. Là, on a une volonté aussi sur certains commerces de faire du commerce et dans les logements de faire du rafraîchissement et une production d'eau chaude de ballons de 180 litres. Donc on s'est retrouvé une solution, donc bien sûr au R32 bas carbone, qui a permis donc de répondre à la classification HQE et de pouvoir donc répondre à la demande et d'avoir une consommation aujourd'hui énergétique à peu près de 300 € par logement et qui répond correctement aux critères qui étaient demandés en RE 2020. Dernier sujet, parce que je vois l'heure qui passe, un programme donc avec un promoteur régional, programme de logement, donc 57 logements. La volonté aujourd'hui, là, c'était d'avoir aussi des pompes à chaleur individuelles par logement, comme on peut le faire, parce que la flexibilité et l'utilisation est plus simple au niveau de la maintenance et autres. Ce qui a fait la différence par rapport à la demande du client, c'était de pouvoir mettre les groupes. Et comme vous pouvez le voir, on ne peut pas les installer sur la toiture, difficilement au niveau des balcons parce que c'est quand même pas très esthétique. Donc il y a des zones techniques qui ont été prévues donc, entre chaque bâtiment, qui ont été mis dans les enclos techniques. L'avantage de la solution OR32, c'est qu'on peut aller sur des liaisons frigorifiques allant jusqu'à 30 mètres. Et donc ça a permis largement de pouvoir répondre aux critères. C'est sur un bâtiment des logements HQE et donc cette solution a été retenue et a été validée. Donc les 4 projets que je viens de vous présenter, c'est réellement des projets réalisés. Hein. Il y a bien sûr d'autres programmes qui sont dans les cartons en appel d'offres, mais là c'est vraiment de la réalité. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de vous présenter quelque chose qui existe et non quelque chose qui va exister. Voilà. Donc on va passer aux questions-réponses. Oui, bonjour. Bonjour. Le chantier avec la boucle d'eau, oui. L'énergie récupérée, vous l'aviez à partir de quelle source? C'est une boucle d'eau, donc c'est du forage. Il y a 2 forages qui ont été faits. On est sur une température de 8 degrés sur la boucle. Donc en fin de compte, l'alimentation du logement est sur une boucle de 8 degrés. Et nos pompes à chaleur individuelles qui se trouvent en haut ont un compresseur OR32 qui permettent de monter de 8 degrés à 60 degrés pour faire l'eau chaude sanitaire. 55 degrés pour le radiateur et du rafraîchissement si besoin. On travaille donc sur des pompes à chaleur OO qui permettent de travailler même sur des températures plus basses. On peut aller même sur des températures négatives. Donc on a un delta qui est très important, donc qui permet donc naturellement de remonter à la température désirée. Très bien, j'en profite d'avoir le micro. Vous parlez de R32 et de R410. Le CO2, ça vous parle ou est-ce qu'il y a des projets et d'autres fluides? Merci. Alors, je parlais de R&D tout à l'heure, donc il y a beaucoup de sujets dans les cartons. Quand j'ai parlé de fluides régénérés, j'ai beaucoup parlé de 410, mais c'est le cas aussi pour le R32. Le 410, c'est 50% d'R32. Donc quand on récupère 1 kg de 410, on récupère la moitié à peu près en R32. Et des systèmes de pack RO existent déjà avec du R32 régénéré. Donc il y a aussi cette étape-là de pouvoir, y compris sur des fluides récents, travailler sur cette notion de réemploi. Quant au CO2, la difficulté, vous le savez, c'est les niveaux de pression qui sont supérieurs à 100 bars. Et quand on est sur des systèmes monoblocs RO, alors oui, parce que c'est un process d'usine, donc on peut maîtriser la qualité du circuit thermodynamique. Si on est sur un système qui s'étend et qui nécessite des brasures, là on a d'autres contraintes. Et puis les systèmes au CO2 sont plus performants sur des niveaux de température soit très faibles, soit très hauts, donc en froid négatif, pourquoi pas en eau chaude sanitaire. Dès qu'on est sur des notions de chauffage ou de climatisation, donc plus des températures de confort, là on se heurte un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Le fluide, oui, est plus vertueux, mais les rendements sont beaucoup moins bien. Donc au bout du compte, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un fluide qui a un potentiel de réchauffement planétaire nettement plus faible, avec un COP qui perd 1 point, et au bout du compte, l'énergie nécessaire pour fabriquer plus d'électricité sur la CV, ce que je disais tout à l'heure, c'est là où, pour l'instant, les performances ne sont pas encore à la hauteur étendue. Et je ne parle pas du prix. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question qui concerne un élément que je ne vous ai pas entendu aborder. Vous avez mentionné le CO2, vous avez mentionné la consommation d'énergie. Il y a un élément de confort qui me paraît important, c'est le bruit de ces équipements. Notamment lors d'une utilisation individuelle en habitat collectif,
Le confort d'usage, c'est quand même quelque chose, surtout si on parle d'une généralisation ou d'une augmentation forte des implantations dans les années à venir. Il y a déjà des conflits de voisinage liés à de l'existant, certes relativement anciens, mais est-ce que dans le cadre de vos développements avec vos 350 ingénieurs que vous évoquiez dans le centre de recherche, est-ce que c'est un sujet pour vous ou pas ? Oui, forcément. Alors, vous parlez des nuisances acoustiques externes ou internes, ou les deux ? De toute façon, les deux, parce que si c'est interne... Interne, alors si on est sur des systèmes à air, où forcément on aura le bruit peut-être du ventilateur, donc il y a cette contrainte. Enfin, on l'a tous vécu parfois dans un hôtel où c'est bruyant, surtout quand on y dort. Mais je pense surtout à la partie externe, où il y a eu beaucoup de travaux, et tu parlais de solutions sur des boucles d'eau. Là, ça évite ces contraintes acoustiques parce qu'on peut mettre les machines dans des locaux clos, fermés, non à l'extérieur en tout cas. Mais aussi, il y a un travail sur la capacité. Alors après, c'est une double difficulté. Si on est sur des systèmes à air externes qui doivent évacuer les calories ou les capter sur l'air extérieur, si on les met à l'extérieur, il y a le bruit du compresseur, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits aujourd'hui, même sur des applications en type lotissement, bien souvent, c'est plus un bruit psychologique qui peut gêner le voisinage qu'un vrai bruit, même si je ne veux pas négliger ce sujet-là. On peut mettre les machines à l'intérieur. Si on met les machines à l'intérieur, il faut des ventilateurs plus puissants. Si les ventilateurs sont plus puissants, ils sont plus bruyants. Donc après, il faut des pièges à son, etc. etc. Mais oui, les progrès, rien qu'à la lecture des catalogues et puis surtout à l'usage, il me semble que cette question aurait été posée il y a plus de 10-15 ans. J'aurais été convaincu que c'est un vrai problème. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas forcément très objectif, mais je pense que les systèmes permettent d'avoir un confort acoustique tout à fait acceptable, même sur une PAC extérieure en lotissement en proximité. Mais forcément, c'est un axe de travail. Il faut savoir que la gamme de pompes à chaleur RO, parce que je pense que vous parlez de pompes à chaleur RO, à partir de 15 kW, c'est des pompes à chaleur qu'on peut mettre dans des locaux techniques qui peuvent être gainés. Et donc, naturellement, à partir du moment où on peut gainer un groupe, on peut le mettre derrière une grille, on peut mettre des grilles acoustiques. Donc, il y a toujours été une alternative. Bien sûr, chaque projet est différent. Naturellement, on est là pour y répondre. Mais en temps normal, il n'y a pas de souci pour trouver une solution. Après, il y aura bien quelques des dossiers un peu plus compliqués à gérer, mais globalement, on arrive toujours à trouver une solution. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'impact environnemental qu'a eu le système de loop que vous faites avec le réfrigérant ? Est-ce que vous montriez votre impact global et justement l'importance de l'usage et aussi des fluides. Est-ce que cet impact de loop a été calculé ? Est-ce que ça a pu être... Oui, je ne veux pas vous dire de bêtises. À la limite, laissez-moi vos coordonnées. J'ai cette information, c'est-à-dire que vous pensez au process industriel qui vise à régénérer, donc qui consomme de l'électricité. Donc on ne prend pas le fluide pour le remettre. Dès lors qu'on le récupère, il y a déjà le transport. Et il y a tout le process industriel qui permet de le nettoyer et de le remettre sur le chantier. Pardon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je l'ai. Laissez-moi vos coordonnées. Ou si la question se pose pour d'autres personnes, laissez-moi vos coordonnées. Je vous assure qu'on a l'information. Mais il y a une vraie perte qui est à peu près... Je pense qu'on divise par 2 l'intérêt. Mais il y a quand même un vrai intérêt de le récupérer. Madame. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez expliciter les limites technologiques d'un VRVR32 par rapport à un VRVR410 et comment vous traitez les problématiques d'inflammabilité ? Alors oui, c'est simple. À mes yeux, il n'y a pas de limite. Même si vous parlez de RP1 pour un hôtel de 600 chambres, alors, la limite de portée frigorifique, oui. Aujourd'hui, c'est un fluide à 2 ailes, donc légèrement inflammable. Enfin, même si on met un chalumeau sur une bouteille de R32, on n'explose pas. Mais aux yeux de la loi, il n'est pas ininflammable, en tout cas. L'ensemble de la chaîne de distribution du fluide frigorigène, quand on parle de VRVER32, est sécurisé soit par des alertes sonores et visuelles, d'ailleurs les deux sont obligatoires, des vannes de coupure pour isoler le fluide, des détecteurs, si on est sur de la récupération d'énergie, dans les fameux boîtiers de sélection qui font pour pouvoir évacuer l'éventuelle fuite. Et c'est, à mes yeux, la vraie différence, en tout cas de notre solution, c'est qu'elle intègre de façon également certifiée l'ensemble de la chaîne de sécurité du système. Ça veut dire qu'un installateur n'a pas à prévoir d'accessoires supplémentaires, que ce soit en pilotage, en sonde, en vanne, en cas de fuite. Après, ce sont des choix industriels. Ce n'est pas le choix d'autres industries auxquelles il faut prévoir, mais c'est la liberté de chaque industriel. En tout cas, chez Deakin, l'idée, c'est que ça ne change rien pour un installateur
que ce soit un VRV-OR32 par rapport à du 410. Il y a des équipements supplémentaires qui sont déjà prévus à l'achat sans accessoires supplémentaires. Mais sur le, pardon ? Non, non, du tout, rien. Et ça va d'ailleurs encore changer, parce qu'il va y avoir des modifications par rapport aux demandes de M1 sur certains appareils gainables, qui devraient, d'ici la fin de l'année, je ne veux pas spolier d'informations, mais qui devraient alléger justement ces contraintes réglementaires. Il y avait une question, je ne sais pas si on a encore le temps. Très rapide. D'accord, allez-y. Une toute dernière peut-être ? Oui, merci. Votre présentation est très orientée sur le neuf. C'est vrai. Aujourd'hui, les projecteurs de la transition énergétique vont aussi vers la rénovation. Et en logement collectif, si la PAC est bien valorisée dans le DPE, quand on la met à l'épreuve des faits en conception maîtrise d'œuvre, pour l'instant, on a du mal à cocher toutes les cases régulièrement en réno et on est obligé d'aller vers des solutions d'hybridation et de rajouter une chaudière gaz. Est-ce que dans les sujets d'évolution de catalogue et de technologie, il y a des sujets fléchés de votre côté pour résoudre ces sujets, ou est-ce que la chaufferie hybride va arriver, la PAC hybride va arriver dans votre catalogue aussi ? La PAC hybride existe, mais sur des puissances très restreintes, pour de la maison individuelle, clairement. Après, on est sur des alliances ou de partenariats avec d'autres fabricants de chaudières, associés par exemple à une production thermodynamique d'eau chaude sanitaire. Mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est vrai que c'est une présentation ultra succincte et très courte, mais il y a des solutions pour... à mes yeux, l'AREA est un sujet même plus important que le neuf. Mais qui peut le plus, peut le moins, j'allais dire. Les contraintes aujourd'hui réglementaires sont, à mes yeux, portées encore plus sur le neuf que sur l'AREA. Après, ce sont plus des contraintes de mise en œuvre ou d'exploitation sur le... Dans tous les cas, il y a des sujets qui Oui. sont en cours et Oui. les catalogues devraient évoluer pour être... Oui, pour ils ont faire déjà plus de commencé sens. effectivement à évoluer sur ce sujet. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, n'hésitez pas à passer sur notre stand, le stand 23, on est juste à côté de la zone importante du Midi. On a des présentations pour tout ce qui est rénovation. On a un certain nombre de... Bon, naturellement, on ne pouvait pas tout présenter aujourd'hui, mais on a bien sûr beaucoup de solutions, pas toutes les solutions, beaucoup de solutions pour le marché de la rénovation. Merci.